donc l'innovation, d'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'on a de l'impact d'un point de vue aussi environnemental, c'est de se dire, et si on coproduisait directement au centre de distribution, en commençant par la glace? Pourquoi la glace? C'est des produits lourds et encombrants et qui n'ont pas leur place en fait dans les camions. Nous, ce qu'on promet, c'est de produire à la demande. C'est-à-dire que quand un détaillant veut une palette de glace, il la commande et le soir même, il a sa palette de glace. C'est super intéressant. C'est comme tellement innovateur. C'est comme... Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On va bientôt atteindre les 100 épisodes du balado Histoire d'hypercroissance et pour ce faire, mon équipe et moi, on a décidé de créer un événement le 6 novembre 2024 dès 16h, une célébration des 100 histoires d'hypercroissance. On a eu envie de réunir les invités des 100 premiers épisodes ainsi que toute la grande communauté d'hypercroissance. Le mot « histoire » prend tout son sens et on poursuivra l'aventure en ayant des échanges authentiques avec des panels sur les sujets de l'heure. Je veux donc vous inviter parce que c'est grâce à vous, notamment, qui écoutez le podcast depuis des années, qu'on a cette belle raison d'être. Le lien pour acheter votre billet est dans la description de l'épisode. J'espère sincèrement vous y voir et connecter avec vous. Benjamin, bienvenue! Merci, ça fait très plaisir d'être là. Oui, très contente d'avoir un jeune entrepreneur avec nous. Tu as une belle histoire à raconter. Donc, Benjamin Chalier, qui est responsable, tu es responsable de la croissance chez Relocalize. OK? On va avoir la chance de parler de cette start-up qui est en pleine ébullition avec un modèle innovateur pour révolutionner toute l'industrie alimentaire. C'est ça? Rien de moins. Rien de moins. On part comme ça. On met la barre haute. Donc, très heureuse de t'avoir ici au podcast. Écoute, c'est le fun parce qu'on a eu une introduction. C'est ça qu'on se disait juste avant. On a eu une introduction via Startup Montréal et que je savais même pas, que tu nous as appris. Mais je suis toujours à la recherche des histoires de croissance un peu phénoménales pour pouvoir inspirer notre communauté d'entrepreneurs. Et la façon dont j'ai designé ce podcast-là, c'est que j'aime toujours connaître l'individu. Et hier, je regardais, puis là, j'étais comme, OK, là, on sait que tu as 29 ans, mais là, je regarde tout ton pédigré. Je suis comme, my God, il en a fait des affaires, ça n'a pas de bon sens. Alors, j'aimerais ça connaître ton histoire, puis qu'après, on va vraiment connaître le modèle d'affaires innovateur de ton organisation. Absolument. Fait que parle-moi de toi un peu, d'où tu viens. Je suis né en France, dans la région de Grenoble. Puis j'ai découvert le Québec à l'âge de 10-12 ans. J'ai eu la chance de jouer au hockey sur glace pendant une quinzaine d'années en France. Puis finalement, le hockey sur glace m'a amené à voyager un peu partout à travers l'Europe et à 10 ans à découvrir le Québec par un tournoi qui s'appelle le Pee-Wee. Oui, c'est international ce tournoi. À Québec, on a la chance en France d'organiser comme un regroupement d'équipes qui viennent faire le tournoi Pee-Wee chaque année. Donc à 10 ans, je suis arrivé au Québec première fois, premier hiver. Puis j'ai découvert le Québec comme ça et je suis tombé en amour avec le Québec. La famille d'accueil qui m'a hébergé en 2006 sont restés des très bons amis. Puis chaque année, je revenais de mes 10 ans à mes 18 ans pour faire des camps d'entraînement, pour jouer au hockey sur glace au Québec. Et arrivé mes 18 ans, c'était le temps de choisir un peu qu'est-ce que je voulais faire dans la suite de mon parcours. J'avais découvert le commerce, les affaires en général à travers un stage. À l'âge de 15 ans, on a un stage d'immersion d'entreprise d'1 mois à faire à la fin de notre année. Et donc, j'ai découvert le domaine des affaires comme ça.
Je suis tombé sur HEC Montréal, en fait, l'école que j'ai fait à mes 18 ans, dans un forum dans la ville de Lyon. Ils venaient présenter un petit peu les programmes, un bac, les différents diplômes qu'on pouvait faire. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'école. Donc j'ai appliqué et à mes 18 ans, j'ai déménagé seul à Montréal pour faire le cursus du baccalauréat à HEC Montréal. Et pouvoir poursuivre ta passion. Absolument. Donc, l'idée, c'était de faire les deux en parallèle. Oui. Ça a été tout un défi, être indépendant et seul dans une ville comme Montréal, s'organiser, sachant que l'hiver, il fallait être amené à très vite avoir des repères d'indépendance et être capable de s'organiser. Donc, le hockey était une passion et c'est resté une passion. J'ai consacré après mes 18 ans, quand même plus sur l'école, les expériences professionnelles et le hockey fait partie de ma vie aujourd'hui, mais plus comme un hobby. Puis, tu sais, on s'entend, tu sais, le hockey en France, tu sais, on va plus parler du foot ou, tu sais, c'est comme. Alors, est-ce que. C'est populaire ou c'est comment tu le vois, toi, le hockey? Parce que, tu sais, on va dire les pays plus comme dans les pays de l'Est, l'Europe de l'Est, on va avoir plus de gens, la Russie, mais la France, on n'a pas souvent tant de joueurs que ça qui vont venir de la France. Alors, parle-nous donc un peu du hockey. Comment tu vois la différence du hockey en France versus ici au Québec? C'est de plus en plus populaire. Plus les années passent, plus c'est populaire. Okay. Je pense que les championnats du monde vont être organisés en France en 2028, si je ne me trompe pas, ou en tout cas dans quelques années. Il y a de plus en plus de joueurs qui jouent à l'international. L'équipe de France au championnat du monde fait de plus en plus de bruit, arrive à se maintenir chaque année dans le groupe A. J'ai beaucoup d'amis qui jouent dans l'Europe de l'Est, mais aussi en Amérique du Nord, dans différentes ligues professionnelles. Donc je pense que le sport se développe. Oui. Mais pour moi, c'est resté une passion. Mais j'ai décidé d'entreprendre d'autres. Et tu as même la terminologie québécoise de dire maintenant, je joue dans une ligne de garage. Absolument. Absolument. Ah, c'est bien, les ligues de garage, c'est très populaire au Québec. Oui. Et nous, on appelle ça, en France, ça s'appelle les ligues de loisirs. Ligues de loisirs. Exactement. OK. Et c'est ça, je continue à jouer. Puis aussi, les infrastructures, peut-être là où la plus grosse différence, c'est les infrastructures. Une ville de Grenoble, ma ville d'origine, on parle d'une patinoire. La ville de Grenoble, c'est à peu près la ville de Québec. Oui. On a une patinoire qui dessert l'ensemble de la région. Donc, en termes d'accessibilité au sport, et de capacité, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Ah, mais c'est bien. Alors, c'est intéressant. Donc, c'est le hockey qui t'a amené ici. J'imagine, quand tu es arrivé ici, y avait-tu une différence dans le calibre? Comment tu as vu ça? Ouais, le niveau était beaucoup plus élevé. Il faut savoir aussi que la patinoire est beaucoup plus... l'aréna, la taille de la glace est beaucoup plus petite. Ici? En Amérique du Nord, en général, en fait, il y a je ne sais plus exactement, mais entre 1 mètre et 1,5 mètre de différence entre les glaces européennes. Ah, je savais pas. Donc, le jeu est complètement différent, beaucoup plus physique, beaucoup plus rapide en termes d'exécution. Donc, il a fallu s'adapter. J'imagine. Et je pense que l'adaptation, c'est quelque chose que... En fait, ça a été très formateur parce que l'idée pour moi aussi de découvrir Montréal, le Québec, par le hockey, très vite, on rencontre un paquet de personnes. Oui. Le hockey, c'est une religion ici, donc ça a été assez incroyable pour moi de vivre en fait l'intégration au Québec par le sport, entre guillemets. Il y a eu aussi les études en parallèle, mais ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, vivre des expériences, partir aux quatre coins du Québec pour jouer des matchs de hockey. Donc ça a été super intéressant. C'est vrai, c'est une belle façon de découvrir, hein? Absolument. Ben oui, tellement. Alors là, tu arrives au Québec, 18 ans, tu t'en vas faire tes études au HEC. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Au départ, je ne sais pas vraiment dans quelle avenue je veux me diriger. Je sais que donc, le petit stage que j'ai pu faire à 15 ans, c'était dans le domaine des achats. Donc tout ce qui est commercial, l'échange, ça m'intéressait. Mais en fait, on est exposé au HEC à différentes disciplines, marketing, les opérations, l'ATI. Et donc, je découvre un petit peu On a une première année un petit peu exploratoire, où on a des cours qui nous permettent de découvrir un peu tous les domaines des affaires. Ça se passe plutôt bien. En fait, je me rappelle du moment où je quitte mes parents. Oui, ça doit être pas facile pour tes parents, non, de voir partir. Mes parents sont venus pour m'aider pour l'installation. Oui. Et je me rappelle du moment où je les quitte à l'aéroport et en fait, j'ai le sourire parce que pour moi, c'est quelque chose que
j'ai dans ma tête déjà depuis quelques années. Oui. Et donc, c'est le... Comme la réalisation de rêve. Exactement. Et donc, en fait, je suis super heureux. La première année se passe super bien. Ce que je décide de faire aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun en France, mais c'est de m'impliquer dans un paquet d'initiatives en parallèle des études. Dans le sens, j'ai mes cours, mais très rapidement, je m'implique dans des associations, je m'implique dans des clubs, je m'implique dans des événements, souvent en tant qu'organisateur ou même bénévole, pour découvrir un petit peu les différentes disciplines. Et en fait, je tombe dans l'entrepreneuriat à travers un événement qui s'appelle le Startup Weekend, donc la fin de semaine des startups, qui est un espèce de condensé de 3 jours où on réunit une centaine de personnes avec des profils vraiment différents les uns des autres. Et l'idée, c'est qu'en 3 jours, on développe une entreprise. Première année, je suis bénévole. Finalement, je l'ai organisé pendant 5 ans par la suite à travers mon parcours universitaire. Et là, je découvre des gens qui arrivent et qui ont des idées, et qui passent d'une idée à finalement une première solution, parfois une première discussion qui aboutit sur un premier client. Et je trouve ça fascinant. Et donc, c'est comme ça que je découvre un peu l'entrepreneuriat à travers mes études. Mais c'est génial, ça. Et là, tu fais tes études, donc ça se passe relativement bien. Et à la fin des études, j'imagine, commence à travailler. Dans quel domaine, finalement? Alors, donc je découvre aussi ce qu'on appelle le programme international à HEC Montréal. Donc, l'idée, c'est qu'en deuxième ou troisième année, on est amené à partir à l'international. Oui. Et donc là, je fais mes vœux, j'ai plutôt des notes, on va dire, moyennes, mais correctes. Et donc, j'ai l'opportunité de partir en Suède. Donc, je pars en Suède pour un échange d'un semestre, à peu près 4 à 5 mois. Et dans le cadre de cet échange-là, je découvre un groupe d'amis, finalement des étudiants d'HEC, on était une dizaine, je ne connaissais pas tout le monde, mais il se trouve qu'une de ces personnes-là, on s'entend super bien, on voyage en Europe, et on est amené à notre tour à débuter une aventure entrepreneuriale qui est devenue l'entreprise que j'ai cofondée finalement pendant ma dernière année d'études, qui s'appelait Food Relay, donc le relais de la nourriture. Et l'idée, c'était d'offrir une solution pour simplifier la commande de groupe, soit dans un cadre d'événement ou même dans un cadre corporatif. Et donc, finalement, je me rappelle de ce moment, fin de mes études. J'avais fait une spécialisation finance-entrepreneuriat, plein de compétitions académiques, jeux du commerce, des compétitions en chaîne d'approvisionnement avec L'Oréal. Et l'idée, c'était de dire, je commençais à avoir un réseau. J'étais très vite impliqué sur LinkedIn pendant mes études et j'ai des opportunités de joindre des entreprises, des grands groupes à la fin de mes études. Il y a beaucoup de forums et on est exposé à beaucoup d'opportunités. Et je me rappelle à la graduation, mes parents donc viennent pour la graduation de mon bac, un événement festif et assez important. Et là, c'est le temps de leur annoncer qu'en fait, l'entreprise sur laquelle l'entreprise, c'était un grand mot, mais le projet sur lequel on travaille avec mon ami depuis 6 mois dans le cadre de nos études, on va décider de le prioriser, on va se donner une chance pendant une année et on ne va pas... donc lui, il avait des opportunités en TI, moi plus en marketing et en opération, et on se dit, on va s'essayer. On n'a rien à perdre, on ne voulait pas forcément continuer nos études à ce moment-là, on avait envie d'aller dans le vrai, sur le terrain. Et donc, on se dit, continuons. Et donc, on a fait un paquet de programmes entrepreneuriales. On s'est fait accompagner. Et c'est une aventure qui a duré jusqu'en 2022. OK. Donc, voilà comment j'ai commencé ma carrière. Mais comment ça s'est passé, justement? Parce que là, vous finissez vos études et vous êtes entrepreneur. Mais là, j'imagine qu'il doit avoir un parcours assez start-up, là, tu sais, modèle start-up et tout. Puis, ça a été quoi les étapes de cette entreprise-là? Comment ça s'est passé? Donc, la première étape, nous, on savait qu'il fallait trouver un modèle d'affaires, il fallait commencer à générer des revenus. Oui. Et donc, étant très impliqué dans les événements, comme je le disais, à travers les différentes associations, je vois, en fait, le problème est venu de là. J'étais amené à coordonner un paquet d'événements, et à chaque fois, c'était la même question. Combien de personnes vont venir? Est-ce qu'ils ont des allergies, des préférences alimentaires? Est-ce que finalement tout le monde qui ont réservé l'événement vont être sur place pour éviter le gaspillage alimentaire? Donc ça, c'était un vrai enjeu. Et donc on a commencé en signant des contrats à même l'université pour coordonner des événements. Donc finalement, on devenait les traiteurs de l'événement et on avait un partenariat avec une dizaine, une vingtaine de traiteurs à travers Montréal. Et on venait faire la logistique
avec l'idée même d'essayer de faire des repas personnalisés en fonction des préférences de chacun des individus amenés à l'événement. C'était un peu ça la nature. OK. Donc ça a commencé comme ça dans un contexte très événementiel. Oui. Et au fur et à mesure, ça a été difficile la première année parce qu'on se rendait compte que la demande événementielle est très cyclique. Un événement, souvent c'est une fois par année, les grosses conférences. Oui. Donc, une fois qu'on signait un client, il fallait attendre l'année suivante pour avoir des revenus. C'est dur d'avoir des revenus récurrents. Exactement. Et donc, une fois, on est au fameux Startup Fest, l'événement de startup qui a lieu chaque été à Montréal. Et je rencontre un coordonnateur de bureau d'une entreprise technologique d'une cinquantaine de personnes à Montréal et qui me dit « Hey, j'ai trouvé ça vraiment cool, votre concept, que les gens puissent... donc, on coordonnait la nourriture pour Startup Fest. Mais on savait que Startup Fest, ça revenait 12 mois après. Donc, il fallait trouver des revenus entre-temps. Et il nous dit, nous, on offre des repas quotidiennement à nos employés. Et c'est un enfer logistique. On a des personnes cœliaques, on a des personnes qui ne mangent pas certains ingrédients. Il faut coordonner la facturation. Et aujourd'hui, on s'entend, on en voit de plus en plus. Là, c'est sans fin. Là. Exactement. Et donc, vient de là l'idée de se dire, en fait, on va aller dans le monde corporatif et on va développer un concept de cafétéria virtuel. Donc, l'idée, c'est un portail. Les entreprises créent leur compte corporatif, puis invitent chacun des employés à joindre le compte, mettre leurs préférences alimentaires. Et sur une base quotidienne ou hebdomadaire dans certains contextes, chaque employé avait jusqu'à 10 heures le matin même pour venir commander son repas en fonction de ses goûts et préférences. Et nous, on livrait la nourriture directement au bureau. Donc, ça a été toute une aventure. La première année, on est resté sur un modèle donc décentralisé avec des traiteurs. Au fur et à mesure, on s'apercevait que certains traiteurs faisaient très bien leur travail. On avait des bons retours des clients, d'autres moins. Et donc, en 2017, fin 2017, on a décidé de faire un virage. On a décidé d'internaliser la production. Okay. Donc, de nous-mêmes devenir un traiteur, mais un nouveau traiteur, un nouveau genre de traiteur avec toute une expérience digitale et des procédés à l'interne avec beaucoup d'automatisation pour nous permettre de livrer des repas quasiment en temps réel. Et c'est là où ça a vraiment commencé à décoller, un premier contrat, un deuxième contrat. Au début, avec beaucoup de relationnel, donc c'était vraiment l'idée on bâtit des relations avec les entreprises, on met en place des contrats annuels. Puis à un moment donné, donc là je fais ça très rapidement, on a levé un petit peu d'argent, on s'est entouré de personnes qui nous ont accompagnés. Puis arrivé 2018, on a décidé de lever un petit peu d'argent au privé avec des anges investisseurs donc qui ont investi dans l'entreprise pour accélérer notre croissance. Puis, c'est là où on a décidé d'ouvrir le portail. Donc, avant, il fallait vraiment échanger avec moi pour mettre en place le service. D'un coup, le portail, c'est tu viens sur foodrelay.ca et tu peux commander pour des centaines de personnes. Et c'est là où ça a décollé jusqu'en mars 2020. Oui, pandémie frappe, j'imagine. Exactement. Donc, il faut savoir que décembre à mars 2020, on connaissait une croissance de 15% par semaine. Avec des paliers de croissance. C'est-à-dire chaque client, ce n'était pas 1 ou 2 repas, c'était 20, 50, 100, 200 repas qui s'ajoutaient à notre capacité de production. Et donc vient la pandémie, et donc là, c'est un peu je me rappellerai toujours, le 15 mars 2020, une vingtaine de clients qui nous appellent, avec qui on avait des contrats récurrents, et on passe d'un revenu mensuel de à peu près 130 000 $ à 8 000 en l'espace de 24 heures. C'est quelque chose, hein? C'est toute une expérience... Au début, on ne réalise pas trop. Ma première réaction, ça a été de dire on se reparle dans 2 semaines pour remettre en place le service, bien naïvement. Et avec le temps, tu te réalises qu'en fait, même dans notre levée de fonds, quand on parlait à des investisseurs, beaucoup de gens nous disaient que notre modèle d'affaires, le positionnement qu'on avait dans le marché, était très assujetti finalement au fait que le marché se passe bien, qu'il y ait des bonnes conditions, on va dire, macroéconomiques. Oui. Le fait d'offrir un repas à l'employé, c'est avant tout un avantage social, l'idée d'amener l'employé à rester au bureau. Donc, il nous disait, tant que les entreprises ont de l'argent et veulent faire de la rétention, ça se passe très bien. Et donc là, on a vu les difficultés de notre modèle d'affaires. Les difficultés du modèle d'affaires, et c'est ce qui a fait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? 2022, après 2 ans de manège, de montée, de descente. Il y avait les annonces du gouvernement. Quand c'était pas un variant, c'était un autre. Donc nous, on voyait nos revenus repartir, puis vraiment retomber montagne russe, là. Exactement.
Il y a eu énormément de gestion interne, des mises à pied. Ça a été une période très, très formatrice parce que j'ai appris énormément. Mais c'était difficile en tant qu'individu. Il y avait beaucoup de personnes avec qui on avait bâti des relations très proches. On connaissait un momentum et une espèce de consécration sur tout le travail qu'on avait pu faire. Et donc, août 2022, on a décidé de cesser les opérations. En fait, j'ai décidé de cesser les opérations. Après une rencontre avec notre conseil d'administration, j'étais épuisé. Puis il y avait un choix à faire, c'est-à-dire que l'entreprise était stagnante. Le marché c'était très difficile de savoir la place du télétravail, comment est-ce que les choses allaient repartir. Et donc, on a cessé les opérations et l'entreprise a été mise en faillite. Donc, ça aussi, j'ai passé à travers tout ce processus. Ce processus-là, wow! Du haut de tes 26... 22, 27 ans, 26, 27 ans. 26, 27 ans. Donc, toute une expérience. Bien évidemment, il y a des partenaires, des investisseurs, certains qui réagissent bien, certains qui réagissent moins bien. Donc, il faut gérer tout ça. En parallèle de ça, donc 3-4 mois avant la mise en faillite, j'avais décidé de stopper mes revenus de l'entreprise pour vraiment essayer de lui donner une dernière chance. Et donc, j'avais accepté, donc j'étais rentré dans un programme qui s'appelle NextAI, qui est un programme d'accompagnement d'entrepreneurs qui se spécialise dans les entrepreneurs qui développent des solutions autour de l'intelligence artificielle. Oui. Donc là, je suis rentré dans ce cadre-là et c'est ce qui m'a un petit peu servi de transition. Oui. L'équipe de NextAI a été vraiment très ouverte à mon parcours et à la situation dans laquelle j'étais. Et finalement, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec NextAI à accompagner des entrepreneurs. Donc, on avait des programmes chaque année. Et j'étais, mon rôle, donc comme une espèce d'entrepreneur en résidence, à faire de l'accompagnement d'entrepreneurs qui débutaient leur projet d'affaires pour essayer de leur partager un petit peu mes expériences et mes apprentissages. Oui. Puis justement, c'est quoi tes leçons apprises? C'est une bonne question. Je dirais peut-être pour répondre à 2 niveaux, il y a des leçons entrepreneuriales. Je pense que j'ai pu comprendre les limites d'un modèle d'affaires. Quand on parle d'hypercroissance ou de croissance, il y a des choses qui sont dans un modèle d'affaires, des activités ou des ressources qui sont capables de croître. Il y a un terme en anglais qu'on utilise qui s'appelle la scalabilité, scalable. Oui, scalable, c'est l'idée qu'on puisse avoir une croissance. Chaque unité supplémentaire de croissance n'impacte pas finalement la ressource Et donc, on voyait dans notre modèle que la technologie était capable de croître à l'infini. On avait un portail, 1 client, 2 clients, 100 clients, 1000 clients, ça ne changeait pas grand-chose, tout était automatisé. En revanche, quand une cuisine fait 1000 repas par jour et qu'elle est capée, qu'il n'y a plus de place, il faut une deuxième cuisine. Et c'est là où on voyait une limite entre un modèle à deux volets. Oui. Donc ça a été un gros apprentissage entrepreneurial. J'ai aussi beaucoup appris sur la taille des marchés, sur les dynamiques de marché, comprendre comment positionner une innovation pour que finalement des tendances un peu lourdes viennent appuyer un projet. Quand on parlera de Relocalize, justement, je pense que c'est une innovation qui s'inscrit dans plusieurs tendances et qui fait en sorte que, bien que ce soit une innovation, qu'il y ait du risque, en fait, elle est accueillie par différentes parties prenantes dans le marché et qui fait que ça simplifie beaucoup de choses. Puis je dirais, le dernier point, c'est beaucoup d'apprentissage au niveau personnel. J'avais eu tendance à m'oublier un petit peu. Dans l'entrepreneuriat, surtout étant jeune, j'avais pas forcément d'expérience dans d'autres cadres d'entreprise. Donc, je travaillais énormément, presque 6 à 7 jours semaine. J'avais mis de côté beaucoup de choses, le sport, prendre du plaisir ailleurs que dans le travail. Et donc ça a été aussi un espèce de drapeau rouge. Là, on revient sur des choses et on comprend qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas une question de... C'est pas un sprint, là, c'est un marathon. Il faut mettre en place des... Donc depuis 2022, j'ai changé beaucoup de choses dans mon quotidien qui font qu'aujourd'hui, je suis pas entrepreneur, mais je rejoins une aventure entrepreneuriale dans ses balbutiements et j'ai une façon de voir l'entrepreneuriat différente à l'échelle personnelle. Avec l'aventure que tu as eue,
Mais ceci dit, c'est exceptionnel. Tout ce que tu es passé à travers, c'est comme wow, wow, wow. Et comment est arrivé? Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de leçons apprises. Et merci de les partager parce que souvent, les gens vont rester dans l'ego puis ils ne voudront pas en parler. Mais je pense qu'il faut en parler de ces aventures-là parce que tout parcours de personnes qui visent la croissance, que ce soit personnel ou dans le cadre d'une organisation, va avoir des défis. Et tu nous as partagé ces défis-là, puis je pense que c'est des défis qui sont réels, que je connais plein de gens qui les ont vécus, mais il y a toujours des belles leçons apprises de ça, et ça t'amène à une transition où tu rencontres à un certain moment donné Wayne. Absolument, qui est donc le PDG de Relocalize. Donc, dans le cadre de NextAI, on a un 6 à 8 mois de l'année où on fait de l'accompagnement. Donc, on est en rencontre avec les entrepreneurs, on comprend leurs défis, on les met en relation, on les challenge, on leur pose des questions qui sont parfois assez difficiles à avoir. Et le reste de l'année, on se connecte dans l'écosystème, on va à des événements et on essaye finalement d'être le plus présent au Canada pour recruter les meilleures compagnies. Il se trouve qu'il y a un programme sœur de NextAI qui s'appelle le Creative Destruction Lab, qui est un petit peu moins dans l'accompagnement quotidien, mais qui est dans l'idée d'amener les futures grandes entreprises de demain en technologie au Canada dans un programme où il y a 4 fois par année, donc 4 fois une journée, on les réunit dans un lieu avec une centaine de mentors et d'investisseurs de renom qui ont fait leurs preuves, qui ont des fonds, qui ont été entrepreneurs ou des scientifiques en résidence. Et pendant une journée, chaque entrepreneur est matché avec certains de ces mentors-là et ils discutent de leur objectif d'affaires, d'où est-ce qu'ils doivent amener l'entreprise. Et ils ont 2 mois, finalement, pour exécuter sur des objectifs. Et en tant qu'employé de NextAI, je découvre ce contexte-là. Je suis invité en tant qu'observateur, on va dire. Et donc, je découvre trois cohortes, chaîne d'approvisionnement, crypto-monnaie et intelligence artificielle. OK. Et donc, je suis dans la salle et donc, j'observe chacun des entrepreneurs qui se fait challengé par le public de façon constructive, mais c'est quand même des discussions difficiles à avoir sur des grandes décisions qui peuvent avoir un impact sur le futur. Et comment ça s'appelle, ce programme-là? Creative Destruction Lab, CDL. OK. Qui est un programme. Il y a des programmes CDL un peu partout dans le monde, Oui. Mais celui de Montréal a ces trois volets. Ces 3 volets, OK. Et moi, donc, mon cœur de cible, c'était plus les entreprises en chaîne d'approvisionnement. Et donc, je suis dans cette salle-là et je vois donc les entreprises qui s'enchaînent. Et vient le temps de Relocalize. Automatiquement, il y a une connexion parce que j'étais dans le domaine alimentaire. Je comprends les problématiques. Je trouve le modèle super intéressant. Mais dans les premières sessions de CDL, ils n'ont pas encore le focus actuel. Les investisseurs, certains des mentors ont des doutes quant à leur positionnement dans le marché. Et donc, je découvre l'entreprise une première fois, puis ensuite 2 mois après, je revois l'entreprise qui a fait des pivots, qui a modifié certains aspects de leur modèle d'affaires, jusqu'à la dernière session, où littéralement, je vois qu'il y a un engouement considérable autour de l'entreprise. Il faut savoir que le grand focus que l'entreprise a décidé de faire à ce moment-là, c'est au lieu de positionner son innovation comme dans l'ensemble des produits alimentaires qu'on connaît tous, qu'on voit en épicerie, ils ont décidé de focaliser sur la glace emballée. Ce qui peut paraître assez... on se demande pourquoi la glace emballée. Et en fait, il y a eu toute une recherche faite par les cofondateurs. Et les conditions du marché ont fait en sorte que c'est un marché qui est propre à la disruption, où une innovation peut vraiment complètement casser la façon dont le marché est actuellement structuré. Et vraiment, là, je voyais que les mentors, les investisseurs avaient un certain appétit pour ce marché-là, qui est un marché assez important en Amérique du Nord. Et donc, tout de suite, on a des premiers échanges avec Wayne. Il se trouve qu'à ce moment-là, ils n'ont pas encore levé d'argent. Donc, il reste une équipe de 3-4 personnes, peut-être 5. Et on échange, on se voit dans des événements. Et en fait, c'est qu'un an après, où, après le premier closing de leur seed round, que on se reparle. Puis, il se trouve qu'il y a un engouement. Puis, ils veulent commencer vraiment à croître l'entreprise. Et donc, c'est là où finalement, ça s'est matérialisé et j'ai rejoint l'entreprise il y a presque 3 mois. 3 mois. Et toi, dans le fond, ce qui est intéressant,
c'est que tu as un background qui fit parfaitement et les compétences qui fit parfaitement avec la vision de Relocalize. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce modèle-là parce que vous vous dites, et je regardais sur le site web, on parlait du Scaling Up Canadian Food Innovation. Tu sais, c'est un peu la terminologie. C'est toutes des choses, on parle d'être des acteurs de la révolution alimentaire et toi, tu es responsable de la croissance. Donc, parle-nous un peu du modèle d'affaires et comment est née l'idée des cofondateurs. Absolument. Donc, Wayne, il a travaillé dans différents contextes, principalement en software, aussi en biotech, mais sa curiosité a été piquée par le modèle des fermes verticales à l'origine. Donc, c'est l'idée de produire dans des espaces réduits des produits alimentaires. C'est comme ça que son intérêt pour le domaine est né. Très rapidement, il a validé ce qu'on appelle les unit economics, donc les unités économiques d'un modèle dans la production de fermes verticales pour des champignons, à la fois pour le commerce de détail, mais aussi pour d'autres verticales qui pouvaient être intéressantes. Et à travailler sur le modèle économique, il n'arrivait pas à trouver une façon que l'investissement initial, quand on développe la ferme verticale avec tous les composants technologiques qu'il peut avoir, et les potentiels revenus et la marge de contribution qu'on peut générer de ce modèle-là, soit viable. Oui. Jusqu'à une rencontre d'une personne qui a inventé, qui est un cofondateur de Relocalize, une technique pour fabriquer de la glace innovante et complètement nouvelle. Et en fait, c'est là où il s'est intéressé à la glace. Il a découvert le marché d'Amérique du Nord qui est concentré dans les mains de 3 gros joueurs qui détiennent plus de 80% du marché, avec des monopoles géographiques. Oui. Et des relations d'affaires qui n'ont pas évolué depuis 50 ans avec les détaillants alimentaires, à un point que la plupart des détaillants alimentaires ne savent pas vraiment avec qui ils font affaire. Il y a comme une relation récurrente. Alors parfois, pendant les hautes saisons, il y a un manque de demande. Donc c'est un marché qui est très propice à la distribution. Il est énorme, très peu de joueurs et des relations qui sont en ce moment un petit peu là, complexes. Tu me dis que dans le monde de la fabrication de la glace qu'on va acheter, par exemple, en épicerie, il y a 3 gros joueurs principaux en Amérique. Exactement. Et donc, ce qu'il faut comprendre pour comprendre notre modèle d'affaires, oui, c'est que la production en général, la production dans notre chaîne d'approvisionnement, comment elle fonctionne, c'est qu'elle est centralisée. Oui. Donc, il y a 3 à 4 gros acteurs. Il y a ceux qui produisent la nourriture, d'accord ? Ensuite, une fois qu'elle est produite, elle va dans un centre de distribution pour finalement, une fois la nourriture distribuée, elle va se rendre dans les magasins qui sont environnement des centres de distribution. Et donc, la distance parcourue entre une usine qui produit n'importe quel bien de consommation et le centre de distribution est considérable. Okay. En moyenne, on parle de 1500 miles pour n'importe quel produit de consommation alimentaire qui sont parcourus pour se rendre entre la fabrication et le centre. Là, on ne l'a pas encore dans notre assiette, là, juste à la Exactement. distribution. Souvent, derrière, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre, donc c'est relativement efficient. Oui. On parle de tournées qui sont faites pour livrer les différents magasins de façon très, 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 très locale. Et donc, l'innovation, d'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'on a de l'impact, d'un point de vue aussi environnemental, c'est de se dire, et si on coproduisait directement au centre de distribution, en commençant par la glace? Pourquoi la glace? C'est des produits lourds et encombrants qui sont fabriqués à base d'eau et qui n'ont pas leur place en fait dans les camions. Il faut savoir que quand un produit est lourd et encombrant, la plupart des produits à base d'eau, c'est le cas, on vient très vite caper le poids maximum qu'on peut mettre dans un camion. C'est vrai. Avant le volume. Okay. Et donc, nous, on s'est dit, on a analysé un petit peu encore une fois, les unités économiques et on s'est aperçu que 30 à 40% du coût, finalement, de production, que ce soit d'une boisson à base d'eau que de glaçons, c'est le transport. Okay. Donc, si on coproduit directement au centre de distribution, on enlève ce coût de tout l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement en amont du centre de distribution, oui. Et ça crée une économie d'échelle qui est considérable. Donc, on parle de décarbonisation également. Absolument. Donc, on a fait une étude interne. C'est encore des choses qu'on cherche à peaufiner. Puis, chacun des centres de distribution a, on va dire, un impact différent en fonction de où est-ce que le fournisseur d'origine
s'approvisionne et fabrique la glace. Mais en ce moment, on a eu la chance de lancer notre première micro-usine donc autonome de fabrication de glace en Floride, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et on parle d'une réduction de 97% de l'impact en ayant complètement éliminé finalement les étapes en amont du centre de distribution. OK. Donc là, est-ce qu'on parle de micro-usine? Ça veut dire quoi, ça? Alors, super bonne question. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe une chaîne de production 100% autonome. Donc, on parle de robots, bras robotisés, on parle de convoyeurs, on parle de machines qui sont 100% autonomes, une machine pour emballer la glace. Donc, on a 3 grandes étapes. On fabrique la glace, on l'emballe et ensuite, on la paletteise, donc vraiment pour créer une palette. Et on est directement à même le centre de distribution. Donc, notre client, le détaillant alimentaire, vient récupérer la glace et l'emmener dans finalement sa distribution du dernier kilomètre pour amener en Et magasin. ce qui est le fun aussi, c'est quand on va voir sur votre site web, c'est que le packaging est parfait. Exactement. Ce sont des cubes carrés et tout, donc facile aussi, au lieu d'avoir le sac où c'est tout des morceaux. Là. Il y a une façon aussi qui a été réfléchie, j'imagine, pour économiser aussi. Absolument. On parle d'une réduction entre 30 et 35% du volume du packaging. Donc, au lieu d'avoir un sac un petit peu loose avec une partie d'air, finalement, qui ne sert à rien, nous, c'est vraiment un packaging rectangulaire. On met sous vide la glace et on la met sur palette. C'est vraiment, il faut voir un carré qui rend le transport du dernier kilomètre encore plus efficient. Sur le produit en tant que tel, la majorité des productions centralisées de glace aujourd'hui font de la roche de glace. Donc, c'est une production qui est verticalisée avec un panneau où de la glace, de l'eau vient être congelée sur un panneau et ça fait des gros blocs de glace qui sont ensuite travaillés pour faire les semblants de cubes qu'on voit à la fin. Nous, on a mis à l'échelle finalement le petit moule qu'on a tous à la maison pour faire des glaçons, mais dans l'objectif de développer une unité de 3,5 une unité de 3,5 kg de glace toutes les 10 secondes dans nos micro-usines, donc dans nos containers que nous mettons directement au centre de distribution. Okay. Et là, c'est là qu'on parle de Relo. Exactement. Donc le Relo, c'est le nom de notre micro-usine. Oui. La vision, c'est d'avoir des Relo, donc des micro-usines. Puis ça ressemble comme un gros container, non? Absolument. Ça ressemble un peu à ça. C'est un container. En fait, on récupère un container, on l'isole, on l'aménage de façon efficiente pour créer une ligne de production. Et ensuite, on le met chez notre client au centre de distribution et on vient le connecter directement au centre de distribution. C'est super intéressant. C'est comme tellement innovateur. C'est comme... Et là, vous avez fait une levée de fonds de 5,8 millions. Alors là, tu me disais un peu avant l'entrevue que, tu sais, ça passe ou ça casse. Là. C'est comme on est dans ce produit-là très innovateur. Tu es responsable de la croissance. Fait que comment ça se passe de votre côté? Tu sais, comment... Tu sais, là, tu embarques dans l'aventure. Donc, c'est une aventure qui va très, très vite. Comme je disais, l'année passée, quand je rencontrais Wayne, au départ, ils étaient les 3 cofondateurs, avec peut-être une ou deux autres personnes autour. Là, on est presque rendu 15 dans l'entreprise. On a fait énormément grossir l'équipe d'ingénierie. Donc, tout va très vite. On a eu la chance de lever, c'est un tour de table d'amorçage qu'on appelle, ou de seed, de 5,8 millions de dollars pour amener notre preuve de concept, notre pilote, qui est en ce moment en Floride, à une échelle, en fait. Sur une capacité de production, on parle de multiplier la capacité de production de 100. En ce moment, on dessert 6 magasins en Floride. L'idée, c'est que chaque micro-usine soit capable de desservir une centaine de magasins. Okay. Donc là, on est sur le développement de la 2e version de notre micro-usine, dans l'objectif de lancer au Canada, avec un grand partenaire, début 2025, donc normalement dans les premiers mois de 2025. Mon rôle en tant que responsable de la croissance, j'interviens vraiment en support des cofondateurs. Je suis à la fois le visage de l'entreprise au Québec, au Canada, essayer de démocratiser un petit peu ce qu'on fait, le concept de micro-usine, qu'est-ce que c'est, accompagner la croissance au niveau de l'équipe, des processus opérationnels, et aussi de tout ce qui est levée de fonds, tant dilutif, non dilutif, prêt. On a un modèle d'affaires, on pourra le couvrir un petit peu plus tard, mais qui nous demande d'avoir des différentes catégories de financement. Et donc, je supporte avec Wayne, on travaille main dans la main pour
pour aller chercher les types de financement nécessaires au développement de l'entreprise. C'est le fun parce que c'est la première fois qu'on reçoit au podcast. On a souvent des gens en hypercroissance, mais souvent, ça va être des entreprises à maturité, ça va être la relève familiale, ça va être... Là, on a une start-up qui a un super potentiel. Et là, c'est ça que vous dites, vous êtes passé, vous avez comme doublé le nombre d'employés en quelques mois, etc. Fait que c'est quoi les prochaines étapes que tu vois dans l'évolution de ce modèle d'affaires-là? Déjà, il faut savoir qu'on a un appétit commercial assez important. C'est une des raisons du pourquoi on a réussi à lever autant d'argent dans un marché ce qu'on appelle le capital de risque qui est assez tendu en ce moment. Il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits pendant la pandémie 2020-2021. Puis 2022, 2023, 2024, ça s'est condensé. Il y a le risque, le taux d'intérêt augmenté, donc c'est plus difficile de lever de l'argent. Nous, on a un appétit commercial considérable. Typiquement, notre premier client en Floride, on dessert 6 magasins, mais c'est un client qui a 600 magasins. Okay. Et en ce moment, l'idée, c'est quand est-ce qu'on va être capable de développer la prochaine étape et de mettre en place notre micro-usine. Donc, on veut vraiment être dans le scale-up. Là. Exactement. Okay. On est en train de rentrer les premières étapes de la mise à l'échelle de notre modèle. Donc, ça passe par le déploiement de notre deuxième version de technologie aux États-Unis, deuxième version de technologie au Canada, et derrière, continuer le déploiement. Donc, normalement, on devrait être capable de sortir la deuxième version d'ici la fin de l'année. Puis 2025, ça va être plusieurs micro-usines, jusqu'à une dizaine potentiellement à la fin de 2025, début 2026, et ensuite accélérer la croissance. Donc, tout va très, 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 très vite. Chaque mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Faut comprendre qu'au niveau de notre modèle d'affaires, donc on traite directement avec le détaillant alimentaire. Oui. En ce moment, on focalise sur des cibles, donc des clients, des détaillants alimentaires qui contrôlent leur distribution. Oui. Il y a 2 grandes catégories, ceux qui les contrôlent et ceux qui font affaire avec des distributeurs. Nous, par souci de simplification dans la démarche commerciale et de trouver un partenariat, on cherche des entreprises qui à la fois distribuent et à la fois ont le réseau de magasins. Donc, c'est d'aller chercher un 3e, puis un 4e client là, d'ici la fin de 2025. C'est super excitant, ça? C'est très excitant. Puis, une des raisons pour laquelle aussi j'ai décidé de joindre l'aventure Relocalize, c'est que dans ma première aventure entrepreneuriale, j'ai touché les premières étapes de la croissance, comme je disais juste avant la pandémie. Oui. Mais on était une quinzaine d'employés, un peu dans le même stade qu'on est aujourd'hui, mais je n'ai pas vécu l'explosion du modèle et finalement la mise à l'échelle du modèle. On avait un modèle d'affaires assez similaire avec des cuisines virtuelles, l'idée de dupliquer des cuisines et de rendre ces cuisines rentables d'un point de vue des unités économiques. Là, c'est la même chose. On produit de la glace. Sauf qu'à travers le container qui représente la micro-usine. Absolument. Puis, un des enjeux que j'avais dans ces fameuses cuisines virtuelles, c'est qu'il fallait une quinzaine de personnes pour les faire tourner. Là, aujourd'hui, on parle de micro-usines autonomes. Dans la tête des gens, c'est un petit peu difficile de comprendre ce que ça veut dire. C'est des robots, là. C'est tout. Il n'y a pas personne. Exactement. Et en fait, on développe tout un système pour être capable de contrôler ces micro-usines, parce qu'on va en avoir un réseau à travers l'Amérique du Nord, donc on ne peut pas être en tout temps sur place. En ce moment, dans notre preuve de concept, dans notre pilote aux États-Unis, on a une personne qui s'assure du bon déroulement, qui parfois intervient pour régler quelques ajustements. Mais dans la vision de l'entreprise, c'est de dire, ben non, on a en fait une équipe de maintenance, 1 ou 2 personnes qui contrôlent, on va dire, entre 6 et 10 micro-usines dans une région donnée pour intervenir, faire de la maintenance. Mais tout ça, on doit être capable de le monitorer à distance en prenant la donnée qui ressort de ces micro-usines. Donc, c'est l'utilisation à même des nouvelles technologies, l'automatisation, tout est réfléchi. C'est pour ça que vous avez une grosse équipe d'ingénierie. Et est-ce que, j'imagine, l'intelligence artificielle aussi est dans le concept? Absolument. On utilise des modèles d'intelligence artificielle à différents niveaux. Pour donner peut-être un exemple concret, quand on fabrique la glace, en ce moment, c'est un œil humain qui regarde, est-ce que la glace a l'air correct ? Parce qu'on parle de fabriquer de la glace, donc on met de l'eau dans des moules, et ces moules-là, on les gèle, et il faut que, passer un certain temps, on se dit, OK, est-ce qu'on est bon pour amener ce moule-là dans la machine de packaging ? L'idée, c'est d'entraîner un algorithme d'apprentissage machine, oui. Pour être capable, avec une série d'images, de dire, OK, ce moule de glace-là est prêt ou non.
C'est comme ton contrôle qualité via l'intelligence. Exactement. Pareil au niveau de l'unité qui est fabriquée. Oui. On est capable de dire, OK, est-ce que ce packaging, il est bien scellé? Est-ce qu'il a des trous? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire qu'on doit sortir le packaging de notre production? Ou alors on peut le mettre en palette pour le livrer au client? Parce qu'il y a plein d'avantages à ça. Le côté autonome, ça doit plaire aussi à des grosses chaînes, justement, dans le domaine alimentaire, d'avoir une certaine autonomie et que ce soit décentralisé et non pas faire appel à un fournisseur. Absolument. C'est que un détaillant alimentaire, c'est un détaillant alimentaire. C'est pas un fabricant d'origine. Mais il y a toute une tendance de ce qu'on appelle le own brand ou le white label qui font en sorte que les détaillants, de plus en plus, je ne vais pas citer de marque, parce que ce n'est pas l'objectif, mais ils ont tendance à vouloir avoir leurs propres produits avec leur propre marque en magasin. Oui. Nous, on s'inscrit dans cette tendance-là. Puis tout à l'heure, je parlais des modèles d'affaires et de tendances lourdes qu'on voit dans le marché qui viennent appuyer une innovation. Oui. C'est typiquement, quand on parle à un détaillant, bien évidemment, il y a les unités économiques, le fait d'avoir un produit qui est plus abordable, qui a un impact environnemental considérable, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre de façon considérable par rapport à l'alternative. Mais il y a aussi le fait de se dire, on remonte un petit peu dans la chaîne de valeur, puis maintenant, en fait, on est capable de produire aussi un bien de consommation qui n'est pas leur métier d'origine, mais qui est super intéressant. Parce que vous l'amenez un peu comme un clé en main. Exactement. Donc, notre modèle d'affaires, on signe une entente, on va dire un contrat entre 3 et 5 ans avec des minimums. Derrière, on assemble la micro-usine à Montréal. OK. On la déplace, on l'installe directement au centre de distribution. La particularité, c'est qu'on fait financer cette micro-usine par un partenaire. Donc, pour simplifier, c'est un peu comme si demain, on achetait un condo, on va à la banque pour faire financer l'actif. C'est de la même façon que nous, on fait financer le container, les équipements, tout ce qui vient dans le... Mais comme si tu fais financer ton usine de production, là, c'est ta micro-usine. Exactement, exactement. Et c'est ce partenaire-là, financier-là, qui possède l'actif. Oui. Et derrière, nous, on l'opère et on produit à la demande. OK. Donc, le client... Il faut savoir aussi, une particularité, on ne sait pas, mais quand on achète un paquet de glace là, à l'épicerie, c'est pas anodin qu'il ait fait qu'il ait été produit il y a 8 mois. Parce qu'en fait, la demande de glace est tellement saisonnière, il y a tellement de demandes l'été que les productions centralisées sont obligées de produire en amont, stockées dans des chambres froides, pour qu'ensuite il y ait suffisamment de produits disponibles sur les tablettes l'été. Nous, ce qu'on promet, c'est de produire à la demande. C'est-à-dire que quand un détaillant veut une palette de glace, il la commande et le soir même, il a sa palette de glace. Oui. D'où l'importance d'être localisé près. Donc, comment vous appelez ça? Il y a le mot hyper, c'est ça, j'aimais, tu sais, CEO, hyper localized. Tu sais, c'est comme, et pour la décarbonisation des manufacturiers de l'alimentation food and beverage. Mais c'est ça. Donc, et c'est quoi la réception des clients que vous avez en ce moment? Tu sais, quand tu leur arrives ça, parce que, tu sais, des fois, on le sait, quand tu es trop, tu sais, quand on dit ça passe ou ça casse, c'est ça la réalité des startups. Des fois, tu es trop en avant de ton temps, puis il n'y a pas de réception. Mais là, vous êtes en train de faire preuve à l'appui des gaz à effet de serre. Tu sais, il y a plein d'avantages. Est-ce que ces avantages-là sont assez convaincants pour amener le changement? Absolument. C'est d'ailleurs, je pense, la beauté du momentum qu'on connaît aujourd'hui, c'est que les clients à qui on parle, la question qu'ils nous posent, c'est quand est-ce que c'est prêt? OK, fait que vous êtes plus dans « on vous veut ». C'est hier qu'on aurait dû déployer la technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on développe, il y a 2 grandes familles de technologies. Il y a les logiciels, le software, puis il y a le hardware, donc tout ce qui est machinerie. Oui. L'investissement qui doit être mis dans des compagnies de hardware est beaucoup plus significatif, puis le risque est beaucoup plus important. Parce qu'il faut savoir que le jour où on va déployer notre micro-usine avec un détaillant alimentaire, c'est la relation avec le fournisseur existant qui se coupe. Ben oui. Donc, on doit s'assurer que quand on déploie notre micro-usine, on soit 100%, j'ai le mot en anglais, mais
reliable, qu'on soit capable de répondre à la demande de façon quotidienne. Tu es un disruptor, mais tu es capable de tenir ta promesse. Exactement. Oui. Donc, c'est là où il y a des enjeux de R&D, de faire en sorte d'amener cette micro-usine à l'échelle. On a un momentum commercial qui est considérable. Nos clients nous attendent. Donc là, c'est vraiment de faire le travail pour amener notre micro-usine à l'échelle, pour être capable, on parle de 2 à 2,5 millions d'unités par année. C'est le type de micro-usine qu'on développe en ce moment. OK. Et c'est super intéressant. Et je suis juste curieuse de voir, c'est quoi les objectifs de croissance, justement? Parce que là, tu nous parles de 2025, mais tu sais, dans les années à venir, c'est quoi le potentiel? Tu sais, quand vous rêvez, l'équipe ensemble, avec Wayne, le CEO, de dire, c'est quoi le potentiel de ça, selon toi? Oui, le potentiel pourrait être considérable. Une fois que nos micro-usines seront positionnées et qu'on aura un réseau de micro-usines au centre de distribution des grands détaillants nord-américains, on a un positionnement privilégié pour diversifier notre offre. Aujourd'hui, on fait des glaçons emballés. Demain, avec donc nos micro-usines fonctionnent à l'énergie, à l'électricité et avec comme seul intrant l'eau, on est capable de diversifier nos produits de façon considérable. On parle de boissons, on parle de... Tout produit qui est à base d'eau ne devrait pas être positionné sur des camions, devrait être produit de façon hyper locale. Mais je pense aussi que c'est un peu l'approche que Coca-Cola a fait. Tu sais, maintenant, il y a des machines distributrices, mais ils fabriquent le breuvage live. Là. On commence... C'est ça ou c'est pas ça? Je me trompe? Ces grands joueurs de la boisson font ces projets de R&D. Oui. Leur réalité opérationnelle et ce qu'ils aimeraient faire, c'est encore plus centraliser la production. Aujourd'hui, Coca-Cola, on parle de 3 grands centres à travers le Canada. Oui. Leur grand souhait, ce serait d'en avoir qu'un pour diminuer les économies d'échelle. Mais par contre, derrière, d'électrifier la flotte de camions. Oui. Nous, on ne veut pas faire évoluer notre système alimentaire, on veut le révolutionner. Oui. Je comprends. On pense D'où pas la nuance. Exactement. Oui, cette évolution, elle est intéressante, elle est sans doute nécessaire, mais on pense que de ramener la production de façon hyper locale, c'est l'avenir. C'est un modèle complètement disruptif. Quand on parle aux détaillants, ils nous disent, attends, donc là, vous faites de la glace, mais il y a des micro-usines, il faut un espace sur le centre d'esprit. C'est vraiment novateur en termes de... On ne peut pas juste passer par la centrale d'achat qui nous dit, on va juste vous livrer des glaçons. Non. Il y a un contrat à tierce partie, il y a le lieu, l'énergie. Il y a la fraîcheur aussi, la qualité du produit aussi. Je pense qu'il y a cette conscience-là qui est là de plus en plus. Moi, de la glace de 8 mois, ça ne me tente pas. Là. Absolument. Absolument. Oui. Et c'est l'idée, le concept de hyper local, ramener la production locale, on le dit, on le sait, on sait que c'est important, on le voit très bien dans l'été au Québec, quand on mange un produit qui est fait au Québec, je veux dire, il y a la différence. Exactement, la différence est notable. Puis l'approvisionnement en eau, on sait qu'on peut en avoir quand même partout en Amérique, donc c'est exactement. Possible. L'eau est notre intrant donc, de nos micro-usines. Et ça aussi, il y a beaucoup de travail à faire, pas forcément au Canada, parce que l'eau est de très bonne qualité. Aux États-Unis, on fait beaucoup de recherche et développement sur la qualité de l'eau, comment la traiter en amont de nos micro-usines, quand on se connecte avec l'eau, pour s'assurer d'avoir des glaçons parfaits de qualité irréprochable. Wow! Excellent. Alors là, on a parlé beaucoup de l'entreprise. Félicitations. Moi, j'ai juste hâte de te réinviter dans 5 ans, Benjamin, et de voir le résultat de votre hyper-croissance et que tu nous racontes toutes tes histoires de cette aventure-là. Mais en terminant, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé nous parler à propos de l'entreprise comme telle? Je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des points importants. Exactement. Et si on veut, parce que là, si on va juste dire pour les gens qui sont intéressés à en apprendre plus, on va mettre toutes les informations que tu juges nécessaires dans les notes de l'épisode comme tel du podcast. Mais moi, je suis curieuse. Là. On a un jeune brillant, sur le podcast. Benjamin, il va être où dans 10 ans, lui? Déjà, merci pour le compliment. C'est une bonne question. Je pense être privilégié d'être arrivé dans une entreprise disruptive, innovante. C'était exactement le positionnement que je souhaitais trouver dans mon prochain défi.
en ayant eu le rôle d'accompagnateur de plein d'entrepreneurs, j'ai eu des opportunités de rejoindre des équipes de cofondateurs, de rentrer dans des équipes plus ou moins matures. Je pense qu'à l'horizon déjà de 2-3 ans, l'objectif de Recognize, c'est d'instaurer un mouvement autour de la production hyper locale et je compte bien faire partie de ce... Être un acteur de changement de cette révolution-là. Exactement. À l'échelle du Québec, on pense que le Québec est très, très bien positionné pour développer cette révolution-là, mais de façon plus large au Canada. Ça fait une dizaine d'années que je suis à Montréal, mais ça me ferait plaisir d'aller montrer l'innovation qui vient de Montréal à travers le pays, mais aussi aux États-Unis. Le proof of concept, mais d'être capable de le reproduire, j'imagine. Exactement. Puis même à titre personnel, la question était plus sur le côté personnel. Je pense qu'il y a des grandes choses qui se passent à Montréal, mais le Québec reste un petit marché commercial. Donc d'aller développer l'entreprise dans différents États aux États-Unis, même peut-être dans les Caraïbes, peut-être en Amérique du Sud, c'est des marchés qui sont super importants. Donc dans les prochaines années, relocalize à fond, développer l'entreprise, continuer de monter l'entreprise à différentes étapes de croissance. À plus long terme, je pense que j'ai toujours cette fibre entrepreneuriale. Donc dans 10 ans, qui sait, peut-être un nouveau projet entrepreneurial. De nouveau projet entrepreneurial. Et quand tes parents te regardent aujourd'hui, dans ton évolution au Québec, qu'est-ce que tu penses qu'ils se disent? En 2017, quand je graduais, ils se disaient es-tu sûr? Es-tu sûr? T'es en train de dire non à un emploi stable, à des revenus stables. Puis je pense qu'après 10 ans, on va dire 6-7 après mes études, je pense qu'ils sont fiers, je pense qu'ils voient à quel point j'ai su développer ma carrière, mes connaissances, aussi m'entourer Je pense qu'après 10 ans, je pense m'être bâti un réseau au Québec et à Montréal assez intéressant. J'échange tous les jours avec des gens qui m'apprennent beaucoup de choses et je pense que c'est un peu la clé. Dans le fait de joindre Relocalize, c'était l'idée d'être entouré de personnes plus folles que moi, qui ont des rêves encore plus importants que les miens. Et donc pour ça, je suis servi. Donc, je dirais que mes parents sont avant tout fiers. Ils viennent chaque année au Québec et ils sont super contents de tout ce que j'ai pu accomplir. Et moi, en terminant, en fait, j'ai eu la chance d'éditer et en fait de traduire et d'éditer 3 ouvrages à succès. Et à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui vient sur le podcast, je lui donne un sac cadeau. Et dans ce sac cadeau-là, il y a mes 3 livres. Alors moi, je vais te donner comme devoir, OK, de lire le 2e livre. Bien, le premier s'appelle Scaling Up, donc ça peut être des bons trucs pour comprendre. Le 2e, c'est mettre son masque à oxygène en premier. Donc, l'idée dans cette aventure-là, je te souhaite d'avoir de l'oxygène pour toi, de prendre soin de toi, de continuer de faire ta passion, le hockey, que tu sois capable de le faire pour trouver un sens, pour être un leader inspirant pour les futures générations. Alors, je te remercie vraiment beaucoup, Benjamin, d'avoir passé sur l'épisode. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis je vais prendre le livre avec grand plaisir. Grand plaisir. Le lire, comme je disais, j'ai reconsidéré aussi mes priorités dans ma vie. Le sport fait partie intégrante de mon quotidien aujourd'hui. Donc, je suis toujours ouvert à en apprendre plus et à m'assurer d'avoir une bonne... un bon rythme. Moi, je peux t'avoir. Fait que merci du partage. Puis à l'inverse, j'espère pouvoir contribuer à ton bien-être et à ta croissance et qu'on garde le contact. 100%. Puis j'ai entendu dire qu'on va se recroiser, je pense, très bientôt à Montréal, dans les différents événements. Donc j'ai bien hâte de continuer la discussion. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.